Bonjour Ludovic Soubran. Bonjour. Vous êtes chef économiste et directeur de la recherche économique chez Euler Hermès. Vous êtes aussi CCE depuis pas si longtemps. Donc vous dirigez chez Euler Hermès un département qui assure l'analyse des tendances macroéconomiques et sectorielles, du risque pays et des défaillances d'entreprises. Alors est-ce qu'il est possible, quand on évoque l'Asie, qui est plus ou moins 60% de la population mondiale et 45% du PIB, d'en dresser un portrait économique global ? Alors c'est difficile justement parce que, à part sous le prisme de la Chine, qui dicte un petit peu le tempo de cette région et sous celui du commerce international, c'est difficile d'avoir des grandes tendances pour cette région. Ce qu'on sait, c'est qu'elle croît plus vite que la croissance mondiale, puisqu'elle devrait croître de 5% alors que le reste du monde devrait croître de 3% en agrégé. Ce qu'on sait aussi, c'est que c'est une région qui est très dynamique sur la consommation domestique, très dynamique dans la production, et du coup qu'elle joue un rôle majeur et qui est de plus en plus important dans les chaînes de valeur mondiales. Aujourd'hui, plus de la moitié du commerce international est originaire de cette région. Et puis surtout, elle contribue, c'est-à-dire la croissance du commerce régional asiatique, mais aussi depuis l'Asie vers le reste du monde, au dynamisme qu'on voit cette année du commerce mondial, qui pour la première fois depuis 2 ans se redresse en valeur. Ça veut dire que cette zone est un petit peu le poumon du commerce mondial. Et donc ça, c'est en agrégé. Après, si on regarde un petit peu dans leur singularité, on voit 3 types de pays. On voit en effet les géants que sont la Chine, le Japon et l'Australie, qui ont des dynamiques propres et qui sont des pays presque avancés. On pourrait discuter de ça pour la Chine. On voit des pays qui sont des pays plateformes, Taïwan, Singapour, Hong Kong, la Corée du Sud, qui sont des pays très exportateurs, très innovants et qui sont souvent des plateformes du commerce, de la finance et souvent de la mobilité au sens large. Puis après, on a des pays comme les pays de l'ASEAN, que sont l'Indonésie, la Malaisie, qui sont des gros pays qui ont une vraie histoire, une vraie trajectoire. L'Indonésie, par exemple, je la compare souvent à la France parce que je trouve qu'elle a non seulement des similarités sur les politiques économiques et sur les présidents, mais aussi il y a une vraie volonté de trouver des relais d'emploi et donc une histoire propre qui est loin de l'histoire qu'on voit, l'Asie, les dragons, les tigres qui vont à la conquête du monde. Il y a vraiment des dynamiques propres de lutte contre la pauvreté, le chômage, etc. Donc au final, il y a 50 nuances d'Asie et c'est toujours un peu difficile de résumer cette zone, à part, c'est vrai, à son niveau agrégé, qui est aujourd'hui celle vers lesquelles nos exportateurs doivent aller. Je vais pourtant rester à cette analyse continentale. Ça, c'était pour l'analyse présent. Pour le futur, comment ça se passe? Est-ce que le 21e siècle économique va être celui du continent asiatique? Alors l'Asie a, par sa démographie et aussi par ses investissements passés, on l'a dit, sur les différents types d'infrastructures, que ce soit les infrastructures physiques et financières, et puis par les projets d'infrastructures qui sont dans les tuyaux. On pense notamment à One Belt One Road en Chine, on pense aussi aux infrastructures portuaires et aéroportuaires de la région ASEAN, que ce soit à Singapour, en Indonésie, au Vietnam, aux Philippines. L'Asie a forcément un rôle à jouer en tant qu'accélérateur de croissance, mais aussi en tant que source d'innovation. Et c'est là qu'il y a quand même un doute ou quelque chose qui n'est pas encore tout à fait décidé, c'est quel rôle elle va jouer demain en investissant aujourd'hui dans des choses un petit peu de rupture. C'est-à-dire que quand on regarde la Chine, on voit qu'il y a des entreprises, que ce soit Baidu, Didi, c'est des entreprises qui sont concurrentes de Google, d'Uber, mais qui ont un marché captif. C'est 1,4 milliard de personnes qui ont seulement ces plateformes-là. Quand vous allez dans les pays de l'ASEAN, vous voyez des centres d'appel aux Philippines, vous voyez de l'industrie au Vietnam et en Indonésie, vous voyez à Singapour de la vraie innovation financière. Maintenant, c'est souvent pas forcément en avance de phase avec l'innovation de rupture qu'on peut voir avec les créateurs d'entreprises, notamment aux États-Unis et aussi un petit peu maintenant en Europe, puisqu'on aime parler de la Startup Nation qui est en train de devenir la France. Et donc, le vrai rôle à jouer, il peut être naturel, la taille, les innovations passées, juste la force d'attraction, ou alors il peut être vraiment disruptif, déroutant même, si elle joue aujourd'hui les cartes de demain. Sur l'intelligence artificielle, sur le blockchain, alors ça fait toujours un petit peu des mots qu'on entend partout, mais sur cette zone-là, parce qu'il y a un déficit d'infrastructure, un pays comme l'Indonésie, il y a des milliers d'îles, parce qu'il y a un déficit aussi de dépendance à certains types d'infrastructures. On pense à l'eau, à l'assainissement, à l'électricité, à la connectivité, devrait peut-être sauter des étapes et donc inventer la suite avant même de passer par toutes les étapes par lesquelles les continents
frères sont passés, les États-Unis et l'Europe. Et pourtant, on le voit pas tout à fait. On le voit pas tout à fait pour plein de raisons. La première, c'est qu'ils n'arrivent pas à mobiliser l'épargne des ménages et des entreprises ici. Souvent, les entreprises aiment bien aller plutôt acheter des actifs à l'étranger pour se hedger, se protéger d'une dévaluation du change. Ils ne sont pas trop confiance au secteur financier. Et donc, c'est vrai que c'est un petit peu un des sujets ou des points d'attention des leaders politiques ici. Ils savent très bien, l'ancien ministre Lembang, qui était avec nous ici et qui aujourd'hui dirige l'agence d'attractivité de l'Indonésie, le dit. On aimerait être sur les drones, on aimerait être sur l'intelligence artificielle. Et pour ça, il faut de l'argent, il faut des capitaux. Et souvent, on est plutôt vu comme un pays usine, comme un pays, gros pays avec plein de millions de personnes. On est rarement vu comme un laboratoire. Et donc ça, c'est l'enjeu aujourd'hui. C'est bien sûr d'utiliser les forces présentes, mais surtout d'inventer la suite avant même d'avoir à passer toutes les étapes par lesquelles nous sommes passés. Et ça, l'Asie n'est pas encore. La France, elle, de son côté, est plutôt un mauvais élève du commerce extérieur. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour profiter de la croissance économique qui se trouve ici ? Alors c'est pire que ça. Le chiffre est tombé aujourd'hui. Alors c'est très, on vient de creuser encore plus de 5 milliards le déficit extérieur de la France, la balance commerciale. On va certainement finir l'année autour de 57 milliards d'euros de déficit commercial. Donc c'est énorme. Alors il y a bien sûr un sujet qui est la facture à l'import. En France, c'est quand même 30% de la consommation et 20% des investissements sont importés. Mais c'est vrai qu'on a du mal à gagner ces parts de marché à l'export. Cette année, on devrait faire entre 10 et 15 milliards de plus d'euros d'export, principalement vers l'Europe. L'année dernière, c'était plutôt les États-Unis et l'Angleterre qui étaient nos principaux débouchés. L'Asie représente, on a fait un petit calcul, si on dit, voilà, la France ne va pas perdre de part de marché en 2018, combien d'exports en plus elle a à capter? Et on voit qu'elle a 30 milliards. Sur les 30 milliards, il y en a seulement 3 de plus à capter en Asie. Dans ce pays, 100 millions, c'est rien. C'est rien quand on voit les besoins de ce pays. Donc on est mal positionné ou pas sur les bons pays. Alors c'est vrai qu'on a accumulé un retard de compétitivité qui grève un petit peu notre potentiel d'aller conquérir ces marchés. Je crois que la France doit faire confiance à ses atouts. On a beaucoup d'argent, nos entreprises sont très riches et donc elles peuvent se développer autrement que par les exports depuis le site France. On peut acheter, on peut faire des acquisitions, on peut jouer des partenariats, on peut exporter du savoir-faire, des services. Et ça, c'est vraiment dans cette zone-là, que ce soit sur les infrastructures, le lifestyle, mais aussi ce qu'on sait, la pharmacie, l'agroalimentaire, il y a vraiment une carte à jouer et on n'y est pas encore tout à fait. On a essayé plusieurs fois de se positionner sur ces pays, notamment les pays de l'ASEAN. Mais c'est vrai que le protectionnisme, le risque politique et aussi notre manque de proximité culturelle fait que voilà, on préfère aller regarder dans les pays qui sont autour de nous. La zone euro et l'Europe étaient tellement un bassin d'export facile presque et de débouchés plutôt faciles à réaliser qu'on a peut-être délaissé les zones en pleine croissance et aujourd'hui il faut non seulement y être mais en plus rattraper le retard. Donc d'où l'impulsion doit-elle venir? Est-ce que c'est du gouvernement qui ne comprend pas de ministère du commerce extérieur en tant que tel ou plutôt du secteur privé? Alors déjà, il n'y a pas de ministère du commerce extérieur sous le gouvernement Philippe II. Donc il y a un secrétaire d'État qui s'occupe avec le ministre Le Drian des affaires du commerce extérieur. Moi, je pense qu'on manque d'audace sur le commerce extérieur français et sur l'internationalisation des entreprises. On n'a pas vraiment cherché, la feuille de route est pas claire, il y a beaucoup d'acteurs à rationaliser, le dispositif est très complexe, on a du mal à faire travailler le public et le privé ensemble. On manque un petit peu aussi d'initiatives un petit peu plus démocratiques ou même populaires. Moi, je me dis, mais pourquoi on ne crée pas une hotline pour tout exportateur qui arrive pas, qui a trouvé son client, mais qui ne sait pas comment faire? On crée une hotline 0800 export, je sais pas, pour que les gens, les petites entreprises n'aient pas à aller au guichet machin. C'est très difficile d'aller chercher l'information sur l'export. Nous, on fait ça au quotidien. Moi, je vois des entreprises au quotidien qui ont soit pas l'information, soit ne savent pas qu'il existe des produits pour les couvrir, parce que le nombre d'entreprises vous savez, sur 10 entreprises qui va à l'export une année, en France, il y en a 3 qui y restent l'année prochaine. Et donc, on a 120 000 exportateurs. C'est 2 fois moins que les Italiens, 3 fois moins que les Allemands. C'est un vrai sujet de recréer cette culture de l'export, notamment chez les jeunes entreprises. On a des gros exportateurs. Il y a 1% des entreprises qui font 85-90% de l'export en France. Donc, il faut recréer cette envie, cette audace, notamment chez les jeunes entreprises, pas forcément chez les petites, ce qui est peut-être une erreur de ciblage.
Et puis surtout, il faut des grandes initiatives un peu marquées pour dire ayez pas peur d'y aller, vous avez des atouts. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'efforts qui sont faits sur l'attractivité et la compétitivité. Le budget annoncé par le gouvernement va dans ce sens, que ce soit sur la fiscalité de l'épargne, mais aussi sur la compétitivité, le taux d'impôt des sociétés à horizon 2022. Mais il manque, c'est vrai, une histoire, un écosystème structuré et une histoire à raconter autour de l'export. On fait ça toujours en France avec des serrages de paluche de ministre à ministre. On a une approche très publique, trop publique. On laisse pas la place au privé. Et puis, je crois qu'on a du mal à fédérer autour du sujet du développement international des entreprises. Je crois qu'il y a peut-être une histoire à raconter. Si la place est à pourvoir, je suis preneur pour un secrétariat d'État à l'international. Non, je rigole, mais je pense qu'il y a... on peut pas faire tout ce qu'on est en train de faire en termes de transformation de la France et délaisser ce sujet de l'international. Il y a trop d'entreprises françaises qui ne se font pas confiance et qui n'y vont plus ou qui ne regardent même plus parce que on est trop cher, on sait pas faire, de toute façon ça craint là-bas. Il y a des amalgames qui sont faits, il y a des clichés qui datent des années 70 sur les pays vers lesquels il faut exporter. Et ces pays-là, entre-temps, ils ont tourné 3 fois les usines, le service. Et donc je pense qu'il faut vraiment toujours utiliser les forces du public, que ce soit les grosses entreprises parapubliques, le dispositif d'accompagnement qui est très bon, mais le rendre un petit peu 2.0 et puis surtout amener plus de gens dans les valises plutôt que toujours les mêmes gars qu'on voit tourner sur chacun des continents. Parce que sinon on n'arrivera pas à avoir ce matelas d'exportateurs qui fera que demain. Parce que aujourd'hui, malheureusement, la tendance, c'est qu'on va certainement continuer de creuser le déficit commercial, continuer de creuser notre retard. Ça va prendre du temps de régénérer cette génération d'exportateurs. Mais il faut le faire dès maintenant. Parce que si on ne sème pas les graines maintenant, c'est vrai que les autres pays, eux, sont à la course. Des pays avec lesquels on ne s'attendait pas à concourir avant. Le Maroc, la Roumanie sont déjà sur les starting blocks, dans les starting blocks lorsqu'il s'agit d'aller choper des parts à l'export. Et je ne vous parle même pas des pays asiatiques qui, eux, savent que c'est un relais de croissance par excellence. Eh bien voilà, nous venons de faire un tour du commerce extérieur français et asiatique en 10 minutes. Merci. Et l'appel au ministère du commerce extérieur est lancé. Voilà, c'est ça. Je suis candidat. Merci beaucoup Ludwig Surban.